Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à InfoMag, votre magazine d'information locale, édition du 19 septembre 2013. Ce soir à l'émission, on parle de l'inauguration de la première exposition permanente de la Société d'histoire de Buckingham. Le président de la CSCV réagit aux propos de Pauline Marois. On a des entrevues avec les deux candidats dans Buckingham et François Croteau nous parle du début de saison des Tigres. Bien, c'est hier avant-midi que la Société d'histoire de Buckingham a procédé à l'inauguration officielle de sa toute première exposition permanente intitulée Buckingham Ville Énergie. Une exposition qui coïncide avec le 20e anniversaire de la Société. On rappelle que les locaux de la Société d'histoire sont situés dans l'édifice patrimonial du Vieux Marché qui a complètement été rénové au cours des dernières années. Il s'agit d'une exposition interactive où les visiteurs vont pouvoir admirer des artefacts, bien sûr, mais également avoir accès à 6 tablettes électroniques qui vont contenir une tonne d'informations. Des extraits de la longue saga de Buckingham vont également pouvoir être visionnés. L'exposition va être divisée en 6 différents thèmes qui vont explorer autant le milieu physique, les industries que la vie des citoyens et des citoyennes de la Basse-Lièvre. Le président de la Société d'histoire de Buckingham, Michel Riberdy, était évidemment très ému lors du point de presse. Bien, pour employer l'expression populaire, il faut vraiment que je me pince pour vraiment réaliser que c'est fait. On est rendu à ce stage-là, qui est le stage où on peut justement apprécier ce qui a été fait. Et du point de vue visuel, c'est incroyable. Ça vaut vraiment la visite. Il faut que les gens viennent d'eux-mêmes et puis puissent voir la métamorphose qu'on a faite à l'intérieur du musée. La réalisation de cette première exposition permanente n'aurait pu se faire sans le support de la Ville de Gatineau, qui a injecté près de 300 000 $ dans le projet. Les locaux, comme on le disait un peu plus tôt, ont été complètement rénovés, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En plus, on a défrayé le salaire d'une muséologue qui était spécialement attitrée au projet. Le Réseau du patrimoine gatinois a été associé de près à la réalisation de l'exposition. Le directeur général par intérim du réseau, Yves Marchand, nous dit pourquoi de telles expositions sont importantes. Mais je pense que le patrimoine, c'est vraiment quelque chose de vivant, quelque chose qui est très important pour une communauté. Alors de travailler, d'avoir des occasions comme aujourd'hui, de pouvoir travailler avec d'autres partenaires comme la Société d'histoire de Buckingham, la Ville de Gatineau, tout ça, de travailler ensemble pour un projet commun comme ça, qui est concret hein, d'ailleurs, parce que, alors je pense que c'est très important pour tout le monde, c'est très important pour nous autres. Et pour les gens aussi, on le voit dans cette magnifique exposition qu'on voit, quand on dit que le musée de la Société d'histoire de Buckingham s'est refait une beauté, c'est extraordinaire ce matin d'arriver ici. Et puis on a hâte que les gens puissent en profiter puis vraiment le voir, mais c'est ce qu'on voulait faire justement, c'est faire travailler des gens ensemble pour vraiment faire un produit concret comme ça pour le bien de tout le monde. C'est donc à partir de ce samedi, donc le 21 septembre prochain, que les visiteurs vont pouvoir commencer à visiter l'exposition qui est située, on le rappelle, au 379 avenue de Buckingham. Les propos de Pauline Marois sur les hausses de la taxe scolaire en ont fait réagir plus d'un. Rappelons qu'en entrevue sur les ondes de TVA, la première ministre a sévèrement critiqué les commissions scolaires en disant que c'est leur mauvaise administration qui avait causé ces augmentations. Dans le cas de la commission scolaire au Cœur des Vallées, l'augmentation moyenne se chiffre à plus de 27 %. Le passage dans nos studios dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, le président de la CSCV, Sylvain Léger, a tenu à rappeler que la première ministre avait la mémoire bien courte. Un extrait de l'émission Parole à l'élu. En fait, Mme Marois a la mémoire très courte parce qu'il ne faut pas oublier que, premièrement, j'étais ici à l'émission en janvier dernier où je m'interrogeais sérieusement sur toute cette question de péréquation-là. À ce moment-là, en janvier dernier, lorsqu'on parlait d'enlever la péréquation, lorsqu'on questionnait nos élus, tant au niveau de tous les différents gouvernements, il n'y a pas eu beaucoup de réactions.
Maintenant, aujourd'hui, une fois que les comptes de taxes sont sortis, tout le monde a une position, tout le monde aurait fait les choses différentes. Mais au moment où c'était le temps d'agir, de se lever debout et de faire quelque chose, il n'y a rien qui a été fait pour protéger les commissions scolaires ou protéger le service direct à l'élève. Les coupures ont eu lieu, la péréquation a été enlevée. Je trouve ça très dommage parce que la façon que ça a été fait, c'est les commissions scolaires qui ont dû faire cette taxation-là. Pour moi, c'est une taxe déguisée. On a passé le mandat aux commissions scolaires, mais en fait, là, c'est une coupure du gouvernement. Autre sujet d'actualité, s'il en est un, c'est bien la Charte des valeurs proposée par le gouvernement québécois. La Charte a pour but, on le rappelle, de confirmer la laïcité de l'État en interdisant, entre autres, le port de signes religieux pour les fonctionnaires québécois. Eh bien, la proposition de charte est loin de faire l'unanimité. En effet, selon un sondage Crop La Presse, 45 des Québécois sont contre la Charte et 42 sont pour. Le député libéral de Papineau, Alexandre Iraka, croit que l'État ne devrait pas se mêler de l'habillement de ses fonctionnaires. C'est du moins ce qu'il a dit lors de son passage dans nos studios pour participer à l'émission Parole à l'élu. Il faut qu'un immigrant, quand il arrive au Québec, au Canada, il doit respecter le pays d'accueil. Ça, c'est clair, le Parti libéral est d'accord avec ça. Et c'est important que les gens qui arrivent ici respectent les valeurs, apprendre le français, qu'un immigrant sache quand il arrive ici, c'est déjà, il doit signer un document, que c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, que la religion ne se mêle pas de l'État. Ça, c'est clair et il doit signer un papier à cet effet-là quand il arrive. De l'inclure dans la charte, cet aspect-là, on n'a aucun problème avec ça. Concernant l'habillement, le Parti libéral a toujours dit une chose. Et on se mêle juste d'une chose, c'est le visage doit être dévoilé, à découvert. Deux raisons, identité, sécurité. On doit être capable d'identifier la personne à qui on parle. Il y a une notion de sécurité, ça doit être à visage découvert. Maintenant, l'autre parti, et là on est complètement en désaccord avec le Parti libéral, avec le Parti québécois, lorsqu'on dit qu'on va s'ingérer dans les croyances des gens. Pour ceux qui travaillent pour l'État, on va trop loin. Jusqu'où l'État doit aller? Il doit aller dans la chambre à coucher? Est-ce qu'elle doit aller dans l'habillement des gens? Je vous souligne que l'émission Parole à l'élu, avec mes invités Sylvain Léger et Alexandre Iraka, est maintenant disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Le 4e déjeuner au profit de l'Ami de l'Entraide va se tenir le mercredi 25 septembre prochain entre 7h et 11h au Lala Bistro dans le secteur Buckingham. Rappelons que l'Ami de l'Entraide est la banque alimentaire pour les secteurs Buckingham, Masson-Angers, ainsi que pour les municipalités de Lange-Gardien et de Maillot. Chaque année, les demandes en dépannage alimentaire sont de plus en plus nombreuses. Les clients qui vont participer à ce déjeuner vont avoir le choix entre 4 menus pour un seul et unique prix. Toutes les ventes et non pas seulement les profits vont être mis directement à l'Ami de l'Entraide. Les gens sont également invités à apporter une denrée non périssable. La directrice générale de l'Ami de l'Entraide, Lucie Carrier. Bien, en fait, c'est ça. Cette année, les pompiers n'ont pas pu venir à cause de leur horaire. Fait que ça va être mon équipe et moi-même qui serviront le café de 7h à 11h et ça va nous faire plaisir d'accueillir tous ces gens-là. Et par les années passées, il y avait un menu spécial pour les gens qui voulaient aller déjeuner. Est-ce que c'est la même chose cette année? Le même menu, ainsi que les prix n'ont pas changé. C'est de 5,95 à 9,95 et les ventes, toutes les ventes du déjeuner seront remises à l'Ami de l'Entraide au complet. Élection municipale à Gatineau, on sait maintenant qu'il va y avoir au moins 2 candidats qui vont se livrer bataille dans le district de Buckingham. L'ex-attaché politique d'Alexandre Iraka, Yann Hébert, a décidé de se présenter comme candidat indépendant. Il soutient que les citoyens du secteur ont été oubliés au cours des 4 dernières années. M. Hébert devrait par ailleurs présenter son programme électoral sous peu. Je l'ai rencontré pour lui demander ses motivations à se lancer dans la course. Pour servir les citoyens ici à Buckingham, vraiment, les 4 dernières années, moi, ça fait 6 ans que je suis ici, puis les 4 dernières années, je trouve que les gens de Buckingham sont un petit peu moins fiers dans leur coin, puis je veux ramener cette fierté-là. Puis je pense de la façon la meilleure façon de le faire, c'est au côté municipal, parce que c'est là qu'on est les plus proches des gens.
Donc, vous avez dû quitter votre emploi avec Alexandre Iraca. Est-ce que la décision a été difficile à prendre? C'est très difficile parce que, comme vous dites, j'ai démissionné, j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100%. Donc, peu importe ce qui va arriver le 3 ou le 4 novembre, on espère qu'on va rentrer et que les gens vont nous faire confiance. Mais le 4 novembre au matin, si jamais ça ne fonctionne pas, je ne retourne pas là. Donc, ça a été une décision très difficile pour moi. Maintenant, sur quoi vous allez miser justement auprès des citoyens? À quoi votre campagne électorale, à quoi va ressembler? Elle va ressembler beaucoup, bien, un, c'est beaucoup de terrain, puis deux, c'est d'écouter les gens. On a fait le tour un petit peu depuis un mois et demi, juste voir comment ça se passait. Puis les gens, ils veulent qu'on revienne à la base, les routes. Les trottoirs, le déblaiement l'hiver, ces choses-là. Ils veulent que ça soit bien fait. De son côté, le candidat d'Action Gatineau, Martin Lajeunesse, soutient que le fait de faire partie d'une équipe comme Action Gatineau est un véritable avantage pour lui. Par ailleurs, il a émis un communiqué de presse en début de semaine pour parler des feux de circulation qui sont situés à l'intersection du pont Brady et de l'avenue de Buckingham. Il soutient que ces feux sont à la fine pointe de la technologie et qu'ils devraient être en mesure de mieux contrôler le flot de circulation. Malheureusement, la technologie est déficiente depuis plusieurs années. Pour M. Lajeunesse, la Ville ne semble pas se préoccuper du problème. Je lui ai demandé comment il expliquait par ailleurs que le conseiller actuel, qui est également chef du parti Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, n'avait pas adressé ce problème qui existe depuis plusieurs années. Maintenant, je ne peux pas expliquer pourquoi que le conseiller, j'en avais parlé avec M. Jobin. Est-ce que c'est, encore là, est-ce que c'est un manque de pouvoir avec l'administration? J'avais jasé avec les réparateurs là, au coin des Lumières. Quand ils partent d'ici, le système va fonctionner pour 24 heures. Eux autres m'ont parlé que c'est un problème d'un circuit électronique lors du transfert là, de la MTQ à la ville de Gatineau. Alors, maintenant, la Ville de Gatineau, soit qu'ils ne prennent pas ça au sérieux, la réparation, mais je veux dire, on a eu l'expérience quand le MTQ était responsable, que la lumière là, fonctionnait là, excessivement bien. Le Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre a présenté mercredi avant-midi sa programmation pour la saison 2013-2014. Une programmation variée qui comprend autant des ateliers de bricolage que des matinées-conférences. Pour nous parler de ces activités, la coordonnatrice aux activités, Julie Mercier, est venue nous rencontrer un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Mercier, le Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre qui a présenté, en fait, cette semaine, hier, la programmation des ateliers qui vont être offerts pour les aînés. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous disiez d'où le besoin ou d'où ces ateliers-là sont nés. Ah, c'est une bonne question, mais je tiens premièrement à vous remercier de m'avoir invité, d'être ici pour parler de notre programmation et de mettre sur pied des ateliers, des conférences et plein d'activités pour les aînés. C'est venu suite à un forum qui a été organisé en 2009 par l'Association des bénévoles qui ont changé de nom parce que finalement, la clientèle était des 55 ans et plus. Et dans les besoins qui ont été ressortis dans ce forum-là, ben, c'était le besoin de conférences, d'activités, d'ateliers, plus manuels, bricolage, qui ont sorti. Donc, le Centre Action Génération est né et l'organisation d'activités par le fait même est née aussi. Et c'est la 4e année que vous nous présentez différentes activités. Évidemment, on commence un petit peu plus lentement. Cette année, grosse saison qui s'en vient pour les aînés. On parle de 10 conférences en tout et partout. Si vous nous donniez un petit peu peut-être les titres des différentes conférences, question peut-être de mettre l'eau à la bouche aux téléspectateurs. Bien, certainement, avec plaisir. Mais je veux rappeler qu'au niveau des conférences, les sujets sont choisis par des suggestions que je reçois des aînés lors des évaluations des conférences précédentes et dans des discussions aussi. Et j'aborde différentes sphères, autant la santé, les finances, le patrimoine, ça peut être aussi tout ce qui est service aux citoyens. Donc, j'essaie vraiment d'aller vers tous les sujets qui peuvent les intéresser. La prochaine conférence va avoir lieu le 16 octobre et c'est la gestion des revenus à la retraite.
On sait, ça change à la retraite, nos revenus sont différents, nos paiements aussi. Donc, c'est en collaboration avec la Caisse populaire du Cœur des Vallées et c'est Mme Sophie Sylvain du Mouvement des Jardins qui viendra en parler. Également, on fait une récidive au mois de décembre avec la sécurité des aînés par le service de police de la ville de Hall. On apprend plein de choses aussi dans cette conférence-là. En novembre, il y en a une plus axée sur la santé, qui est vivre en santé avec une maladie chronique, comment on fait. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de renseignements et ça vient un petit peu pallier à la conférence sur l'arthrite qui devra être reportée à 2014-2015 parce que la Société d'arthrite est en restructuration. Donc, on a essayé un petit peu de pallier à ce besoin-là en offrant une qui couvre toutes les maladies chroniques, dont en incluant l'arthrite. Ensuite, en février, ça va être déjouer les obstacles à votre bonheur. Parce que souvent, c'est sûr qu'on vit plus de deuil, on a de l'insécurité, on a de la solitude qu'on vit en vieillissant. Donc, on va avoir des trucs, comment déjouer les obstacles à notre bonheur, avec M. Louis-Georges Desaulniers, qui est un psychothérapeute et psychoéducateur. Je pense que ça va intéresser bien des gens. On va avoir aussi une conférence conjointe, c'est une première en Outaouais, avec Service Canada et Service Québec, qui viendront parler des programmes et des services provinciaux et fédéraux dédiés aux aînés. Et cette conférence-là aura lieu aux résidences du Bel-Âge, exceptionnellement. On a eu une demande de résidence, donc on se déplace où il y a beaucoup d'aînés. En avril, on revient avec notre traditionnelle conférence sur le patrimoine et on parlera des croix de chemin, un patrimoine à ne pas oublier, avec M. Michel Prévost de la Société de l'histoire de l'Outaouais. Et on termine le 21 mai avec le diabète, avec Mme Louise Raby, qui est une infirmière retraitée. Et évidemment, on va avoir encore une conférence en anglais cette année. Le sujet sera déterminé par le Papineau Health and Social Service Network. Et ça va être le 30 avril au centre communautaire. Et on en fait encore une en région. Ça va être à Val-des-Bois cette année. Et ça va être une conférence sur les risques au quotidien, en toute sécurité, avec Michel Hébert, une conférence qu'on a déjà offerte à Buckingham et qui là, va se transférer à Val-des-Bois. On rappelle rapidement que ces conférences-là, habituellement, sont au centre communautaire à Buckingham. Oui. Le mercredi, en avant-midi, exactement. Les gens doivent s'inscrire? Préférablement, nous, on offre une collation et on dispose aussi les tables, donc ça nous aide à préparer la logistique quand les gens s'inscrivent. Et en plus, on voit que vous avez plein, on n'aura pas le temps de passer à travers, mais vous avez plein d'ateliers bricolage, des ateliers santé. Et j'aimerais qu'on revienne sur les ateliers d'initiation à l'informatique en 1 minute. C'était un besoin et la population a répondu l'an dernier. La population répond très bien. Oui, c'est un besoin. On a instauré ça l'automne dernier. Ça fonctionne très bien. Cette année, on en donne aussi à Thurso, en plus de Buckingham. Mais je dois vous dire que les premiers cours sont déjà complets. On avait une liste d'attente à combler, mais on est en train d'organiser d'autres cours pour le printemps. Donc, inquiétez-vous pas, on va s'organiser pour répondre aux besoins. Donc, on invite les gens à voir la petite brochure qui est disponible au Centre d'Action Génération des aînés. Où on peut vous téléphoner? À quel numéro? Vous pouvez m'appeler au 819-281-4343 et effectivement, on a plein d'ateliers, autant axés sur la santé, sur le bricolage que sur l'informatique. Donc, participez, la plupart des choses sont gratuites. Julie Mercier, merci infiniment et bonne saison 2013-2014. Bien, ça me fait plaisir et merci beaucoup. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Mélanie Sarrazin qui nous parle d'un nouveau projet. Bonjour Mélanie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes du centre actuel. Rappelez-nous rapidement quels sont les objectifs et la mission du centre. Bien, le centre actuel est impliqué dans sa communauté, ça fait 30 ans. On est au service des femmes, pour et avec les femmes. Donc, c'est ça. Puis, un projet qui a débuté, je crois, cet été,
Il s'appelle la bibliothèque itinérante qu'on voit juste derrière nous. Comment ça a débuté, ce projet-là? Bien, en fait, c'est une citoyenne qui est venue nous voir en nous disant que ce serait le fun d'avoir une bibliothèque itinérante. On ne savait pas c'était quoi, on était faire un peu de recherche et on a trouvé le concept vraiment intéressant. Donc, cette citoyenne-là, ensuite, a contacté le conseiller Maxime Penneau-Jobin qui a décidé de nous donner un montant afin de pouvoir se procurer notre bibliothèque itinérante. Puis justement, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, le principe est super simple. C'est on prend un livre, on laisse un livre, on l'amène chez soi. On n'est pas obligé de le ramener, tant pis qu'on en ramène un autre. Et puis, c'est un peu pour démocratiser la lecture. Il n'y a pas d'amende, il y a pas... On le ramène pas. Le principe est juste comme ça. Puis pour nous, ben, ce qui est intéressant, c'est que les femmes arrêtent ici, prennent un livre, mais c'est aussi comme une porte d'entrée pour elles. Donc, on sort dehors, on vient jaser avec elles. Donc, c'est super intéressant. Puis, est-ce que ça fonctionne bien jusqu'à maintenant? Ça fonctionne tellement bien qu'on est à la recherche de livres parce que les gens, vraiment, puis très surprenant, c'est les jeunes enfants qui viennent. Ils viennent déposer des livres, repartent avec des livres. On a toujours des bandes dessinées. Il y a une petite fille qui vient porter des bandes dessinées. On trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est pas juste pour les femmes, c'est vraiment un projet familial? C'est un projet familial. Hommes, femmes, enfants, adolescents, ils viennent ici, puis souvent, il y a des gens qui échangent. Ils disent « Ah, est-ce que tu as lu lui? Oh non, j'ai pas lu lui. » On reprend, puis tout ça. On essaie de mettre des livres qui concernent aussi les femmes ou la santé des femmes. Et on fait en même temps de la sensibilisation. Très beau projet, en tout cas, félicitations. Bien, merci beaucoup. Puis juste en terminant, on peut mentionner, vous avez bientôt vos portes ouvertes. Oui, c'est ça, exactement. Et le lancement de la bibliothèque se fera le 1er octobre. Lancement aussi de la programmation à 10 h le matin. Donc, toutes les femmes sont invitées à venir voir nos activités. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, bonne journée. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Mélanie Sarrazin du Centre Actuel, vous parlant des bibliothèques itinérantes. On parle maintenant sport et encore une fois cette saison, c'est François Croteau qui vient nous parler de ce merveilleux monde. François, on commence tout de suite avec la saison des Tigres. On sait que le football a commencé et les Tigres ont un début de saison prometteur. Oui, effectivement. On se souviendra, là, il y a 2 semaines, ils ont réalisé l'exploit que les 3 équipes avaient remporté la victoire à domicile. C'était la première fois là, que ça se faisait. La semaine dernière, du côté juvénile, ils sont fait surprendre, par exemple, par le Vortex du Versant, par le pointage de 18-8. C'est un peu une victoire surprise, sauf qu'il faut donner quand même crédit à l'équipe du Versant. Je pense que défensivement, là, ils ont bien contenu l'attaque des Tigres. J'ai aimé le commentaire de l'entraîneur-chef Michel Leroy, qui, suite à la défaite, aurait pu fustiger carrément ses joueurs, mais il a préféré s'en remettre à dire il va falloir revenir à nos valeurs de base, qui est la course au sol. Et ça, c'est vrai que ça avait été un peu inexistant lors du match. Donc, écoutez, les juvéniles vont rebondir, mais la Ligue, cette année, ça va être très serré parce qu'on sait qu'il y a simplement une division et c'est les 4 premiers qui vont accéder aux séries de fin de saison. Et actuellement, les Tigres sont en 3e position, si je ne m'abuse. Oui, une fiche de 2 victoires, 1 défaite. Du côté cadet, si on enchaîne, ça va très bien. Ils sont 3-0 en première position. Cependant, dernière victoire, 71-0. Et ça, je sais que Michel Leroy avait fait des sorties là-dessus, justement, au niveau de la compétitivité de cette ligue. Et des pointages comme ça, c'est pas bon pour personne. Alors, il va falloir travailler de ce côté-là. Rapidement, du côté des Benjamins, eux aussi, ils sont premiers avec 2 victoires et aucune défaite. Une victoire de 7-0 contre les représentants du Pontiac. Les Tigres ne sont pas en activité cette semaine et les cadets et les Benjamins jouent à l'extérieur samedi et dimanche. Voilà. Alors, on suit la saison de très près. Absolument. Une autre saison qui commence, en fait, dès demain soir. Non, avant qu'on parle des Mustangs, j'aimerais qu'on parle de Guy Lafleur parce que c'était de la grande visite la semaine dernière dans le secteur de Tursault. On a honoré Guy Lafleur. Effectivement. On a décidé d'ériger, en fait, là, c'est le conseil municipal qui a voulu rendre hommage à Guy Lafleur. On a érigé une statue de bronze, un peu comme celle de Maurice Richard là, au parc Jacques-Cartier. Voilà. C'est devant l'hôtel de ville de Tursault. Ça s'est fait, et ça c'est beau aussi de le mentionner, par financement de répliques de l'œuvre d'art
et aussi des rondelles d'or là, qui étaient disponibles sur le marché. On s'est auto-financé avec ça. Écoutez, il y avait des invités de marque. Jeff Molson, Régent Hull se sont déplacés, arrivés en hélicoptère, si vous voulez. Yvan Cournoyer était là, Chris Nyland. La population, beaucoup de gens qui sont venus rendre hommage à Guy Lafleur. Je pense que c'est tout à fait mérité. Et si on se réfère à l'histoire du Canadien, il y a 3 noms qu'on peut mettre dans la même phrase. C'est Richard, Béliveau et Lafleur. Ça a été les 3 leaders incontestés. Et voilà. Et Guy Lafleur qui a eu beaucoup de difficultés là, à cacher son émotion lors de la journée. Bon, on en parle maintenant, le début de la saison des Mustangs dès demain soir. Et c'est un grand happening, François. Oui, c'est l'ouverture locale. Ça se joue à compter de 20 heures contre les représentants de Clarence. Cependant, naturellement, vu que c'est le match d'ouverture, il y a un 5-7 qui met en vedette là, le groupe Magazine avec comme invité spécial Jeffrey Lemieux, qui a participé à la fameuse émission Un air de famille. Ouais. Alors, toute la population est invitée à compter de 5 heures. Là, comme je vous l'ai dit, le match débute à 20 heures. Les prix des billets, 9 pour les adultes, 5 étudiants et 2 pour les enfants. Il y a quand même là, des nouveaux venus, là, ça vaut la peine d'en parler. On a réussi à recruter du côté des Mustangs Vincent Proulx et Bruno Leblanc, qui évoluaient dans la Ligue junior 3A l'an dernier. On a aussi des recrues. Il y a Jacob Osborne, Jérémy Roy, Justin-Claude Bissonnette, Maxime Bellé, Justin Mallette-Trottier qui arrive du Midget 2A et du Juvénile 3A, le sport-études intrépide. Alors, ça donne un bon noyau, je pense, cette saison. Un mélange de vétérans, de joueurs, de nouveaux joueurs, de nouvelles recrues. Et rapidement, aussi au niveau des pointages, l'affiche est d'1-1, victoire de 6-1 en levée de rideau à Pryor, et un petit soufflet là, de 4-0 mardi dernier contre Ottawa South, qui étaient les champions en titre. Et d'après moi, c'est encore l'équipe à battre cette saison. Alors, on va suivre la saison de très près également. Oui. Les Olympiques de Gatineau qui ont un bon début de saison, un petit peu à l'image de leur entraîneur. Ah oui, c'est une équipe là, tout à fait à l'image de Benoît Groulx. C'est une équipe de caractère, ça va être une équipe physique, mais il y a aussi, c'est une équipe qui va travailler et qui a du talent en offensive. Qu'on regarde Vincent Dunn qui était au camp d'Ottawa, Martin Rioué qui était à Montréal, le gardien de but Robert Steve qui est en forme dès le début de la saison, va faire la différence. Ça va être, écoutez, les experts les voient là, dans le top, là, entre Drummondville et les Olympiques. Il faut souligner aussi la nomination de Norm Macmillan comme gouverneur là, des Olympiques. Pour ceux qui se demandent, le gouverneur, en fait, c'est le représentant du club au niveau du conseil d'administration de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est le conseil d'administration qui décide des grandes orientations, exemple sport-études, ces choses-là. Mais je pense que Norm va avoir 2 dossiers à suivre, la construction de Gartin et la Coupe Memorial, une fois que l'aréna sera voilà, qu'on souhaite avoir bientôt. Oui, oui. On parle de nouvelle aréna rapidement. Le complexe Branchot-Briand qui est ouvert maintenant et l'Intrépide a commencé à disputer ses premiers matchs. Oui, peut-être un début difficile là, parce qu'on a de la misère à gagner à la maison. Sauf que complexe fantastique, 2 glaces aux dimensions de la Ligue nationale. Il faut voir la chambre des joueurs. Il paraît que c'est aussi beau que une chambre de la Ligue nationale. Alors, c'est Multivision Sport Outaouais, un organisme à but non lucratif qui est à la tête de ça. Ça a coûté 33 millions, 10 millions du gouvernement, participation de la ville de Gatineau. Tout le monde est content. Je pense que le seul là, qui n'est pas heureux, c'est M. Alain Cyr, au bout de l'autoroute 50. Lui, il attend son aréna. Voilà, avec Daniel Brière, là, qui est maintenant finalement avec le Canadien. Donc, la population est contente. Oui. On parle rapidement course de chevaux. Gaston Guindon qui reprend du service. Oui, écoutez, Gaston Guindon, les plus vieux vont s'en souvenir. Ceux qui connaissent la course, ça a été un des jockeys les plus redoutables du circuit nord-est américain dans les années 70-80. Écoutez, il a été 3100 fois dans les cercles du vainqueur. Il a amassé 6 millions, presque 7 millions en bourse pour les propriétaires. Mais ce qui fait cela de spécial, c'est qu'on l'a invité, l'histoire d'une course, à remonter dans son sulky. Il est âgé de 75 ans. Il a relevé le défi, n'a pas gagné. Et ça s'est disputé à la piste de course de Batavia, qui est non loin de Buffalo, dans l'État de New York. Et on en a profité pour retirer un de ses manteaux lors de cette course-là. Alors, de beaux souvenirs là, pour les gens qui sont férus
des sports équestres. Voilà, alors merci beaucoup François pour cette chronique. Évidemment, on va se revoir la semaine prochaine avec des résultats tout frais là, des matchs des Mustangs. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. Je vous invite évidemment à visionner ou à aller sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Plein de nouvelles et nos émissions qui sont en rediffusion. Merci. Bonne fin de soirée sur nos ondes.